Je souhaite un bienvenue à la séance en profondeur sur la réception des plaintes. Je suis très content de vous avoir ici. Aujourd'hui, notre formation est un parti de notre série sur le partage des compétences. On a des expertises en discussion au sujet des stratégies émergentes pour faire face aux violences basées sur le genre. Nos présentatrices aujourd'hui sont fantastiques et elles sont les autrices de le guide sur lequel cette séance est basée. Tu peux trouver cette série d'outils sur le site web de Courage d'agir. Avant de débuter, simplement pour l'accessibilité langagière, nous avons des captions en direct disponibles. Nous avons aussi la possibilité d'écouter cette séance en français en choisissant la langue de votre choix dans les options d'interprétation. Et on va aussi avoir de l'information présentée visuellement sur les diapos pour ceux qui en ont besoin. La séance aujourd'hui sera aussi enregistrée et sera disponible sur notre site web. Possibility Seeds est responsable pour le projet Courage d'agir. C'est une entreprise sociale qui spécialise dans la gestion de projets et développement politique. Nous travaillons avec nos clients pour créer et cultiver une justice de genre. Nous avons des expériences pendant plus de 20 années pour travailler avec des organismes de toutes sortes pour créer augmenter la justice de genre. Courage d'agir, c'est une initiative sur plusieurs années pour faire face aux violences basées sur le genre dans les établissements d'études supérieures. Ça a donné ses recommandations clés dans un rapport au sujet du courage d'agir. C'est la première collaboration pour rassembler plus de 166 experts et représentantes à travers le Canada pour faire face à ces enjeux. Je veux aussi nommer les individus et les organismes qui nous offrent le financement, incluant l'égalité de genre Canada. Nous allons commencer notre séance aujourd'hui en reconnaissant que ce travail prend place et à travers des territoires traditionnels de plusieurs nations autochtones. Nous reconnaissons que les violences basées sur le genre n'est qu'une forme de violence causée par la colonialisation qui marginalise et dépossède les peuples autochtones de leurs terres et leurs eaux. Notre projet essaie de reconnaître cette vérité en travaillant vers réconciliation et justice pour des femmes et filles disparues. Ce travail peut être très difficile. Beaucoup d'entre nous peuvent avoir nos propres expériences en tant que survivantes ou soutenir ceux que nous aimons qui ont vécu ces violences. On essaie simplement de vous rappeler de faire attention à nos propres besoins en ayant ces discussions difficiles et tu peux aller consulter le page au sujet de le soin de soi sur notre site web. Avant de débuter avec nos panélistes aujourd'hui, on va simplement vous informer que tu peux mettre tes questions tout au long de la présentation dans l'outil de questions et réponses. Nous allons avoir environ 40 minutes de présentation. Après ça, on va essayer de passer à travers le plus de questions possible. À la fin de la séance, il va y avoir un lien pour une évaluation et ça nous permet de nous améliorer. C'est anonyme, on vous demanderait de le compléter et nous allons aussi vous envoyer un courriel avec un lien à cette formulaire et un lien à l'enregistrement de cette séance. Je suis très content d'introduire nos panélistes aujourd'hui. Deborah Erkis, c'est responsable de la coordination pour répondre aux violences à caractère sexuel à l'Université d'Alberta. Brittany de Augusta nous joint aussi. Elle est responsable pour le projet d'apprentissage expérientiel en harcèlement sexuel à Courage d'agir et co-responsable du groupe de travail sur plainte. Nous avons aussi Zanab Jaffrey, qui est gestionnaire pour l'inclusion, diversité, équité et accessibilité à Toronto, à UHN et consultante à Courage d'agir. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Et je suis content maintenant de le passer à nos panélistes. Merci tellement à nous et bonjour tout le monde. Nous sommes très excités de vous avoir ici avec nous pour discuter de la réception des plaintes.
On veut vraiment que la séance aujourd'hui soit le début pour des discussions continues, des pratiques et une façon pour vous de créer des connexions pour créer un soutien entre les pairs. En débutant, on vous demanderait de vous introduire dans la boîte à clavardage. C'est quoi votre nom, votre institution et votre rôle? On veut aussi savoir c'est quoi un défi à laquelle que vous faites face ou que vous avez déjà fait face en fait faire la réception de plainte. Je te demanderais aussi de choisir ce qui mieux définit votre rôle dans un sondage que je vais lancer et ça va nous offrir un survol de qui nous sommes à cette séance aujourd'hui. Pendant que vous complétez ça, je vais passer la parole à Deb pour commencer. Merci. On dirait qu'on a une belle diversité de participants-participantes aujourd'hui. C'est excellent. Comme vous le saviez déjà, peut-être, les outils créés par Courage d'agir sont créés pour être utilisés à n'importe quel établissement à travers le Canada, que ce soit une école technique, un cégep, une université de recherche, que ce soit en lieu de région, urbaine, environnement rural. Tu peux imaginer que ça peut créer des défis à créer des conseils spécifiques pour chacun de ces contextes. Tu pourrais être à une institution qui remplit mieux les réalités que nous décrivons ou comme dans mon cas, il y a des organismes très grands qui ont beaucoup de différents règlements. C'est pas toujours clair qui a la responsabilité. Tu peux voir des dédoublements ou des lacunes qui existent entre ces différentes parties de l'institution. On a essayé de formuler les conseils dans nos guides pour s'assurer que peu importe où tu travailles, tu pourras les appliquer. Mais si c'est difficile de voir comment que tu pourrais l'appliquer à ton établissement, n'hésitez pas à poser des questions. Aujourd'hui, nous allons planifier, nous planifions de couvrir en détail comment recevoir une plainte d'une façon qui est équitable en procédure, qui prend en compte les traumatismes et qui réduit les préjudices. Ça peut sembler simple, mais ce qui arrive avant la plainte, au moment de la réception et quand c'est passé à quelqu'un qui fait l'enquête, ça peut tout avoir un effet sur l'expérience de la personne qui fait le plainte. Je veux être clair que nous discutons un processus de plainte sous une politique institutionnelle et non un processus criminel. Ceci sont deux actions très différentes et c'est possible qu'une plainte pourrait passer à travers les deux procédures en même temps, mais il devrait être une expérience très différente pour les parties qui en prennent part. Nous voulons aussi reconnaître que le processus de plainte va être difficile, peu importe ce qu'on fait. Et ce n'est pas nécessairement l'option que chaque personne va choisir. Offrir le voix et le choix à chaque personne survivante est un aspect clé de cette pratique et d'agir de manière sensible à chaque individu. Nous utilisons le terme de personne qui effectue un développement pour quelqu'un qui discute ou passe de l'information au sujet d'une expérience et une personne qui font une plainte pour quelqu'un qui a décidé de faire une plainte formelle et de demander une enquête. Et nous discutons de personnes qui reçoivent une plainte, pas comme un titre en soi, mais pour référer à n'importe qui fait ce travail, peu importe leur titre dans l'institution. Nous savons toutes et tous que ces trois standards fondations sont importantes pour les enquêtes et la prise de décision, mais elles débutent même avant qu'une plainte est donnée et faite. Pour, d'un point de vue de équité procédurale, créer des attentes claires, communiquer clairement au sujet du processus et recevoir une plainte d'une manière impartiale sont tous les éléments clés. Et quand ça vient à les pratiques en compte les traumatismes, c'est très important pour l'équité procédurale. Pour être impartial, il faut comprendre les traumatismes et la façon que ça peut ou peut ne pas se présenter dans différents cas. Et c'est particulièrement important quand on reçoit une plainte parce que ça protège contre euh, le mettre en question la victime ou d'autres stéréotypes dommageants, préjudiciels
Et c'est aussi important pour la personne qui reçoit une plainte, pour la sécurité de la personne qui fait un dévoilement. Faire une plainte peut être épeurant. Le risque pour retraumatisation est très haut. Créer un environnement qui est sécuritaire peut réduire les barrières à faire un dévoilement et ça protège la personne qui fait le dévoilement pour faire un choix librement. C'est aussi important de prendre une approche qui est informée par les traumatismes pour vous-même, parce que, comme vous le saviez, ce travail est difficile. Entendre au sujet des expériences de violence, c'est très demandant. Ça peut amener à un épuisement professionnel ou à un traumatisme secondaire si ce n'est pas approché avec intention. Retourner à un autre concept clé que ça va voir dans tous nos guides, c'est la relation entre les soins qui prend en compte les traumatismes et la réduction des préjudices. C'est très importante. En essayant de réduire les préjudices en recevant une plainte, c'est pour essayer de réduire les préjudices qui ont été causés par une expérience de violence à caractère sexuel ou qui sont hors de ton contrôle. Tu vas voir la manière qu'on met en action un processus pour réduire les préjudices dans notre étude de cas. Pour illustrer l'application des trois principes qu'on vient juste de mentionner, l'équité procédurelle, le soin qui prend en compte les traumatismes et les réductions des préjudices, nous allons passer à travers une étude de cas d'une étudiante qui a vécu une violence à caractère sexuel. Nous allons poser un scénario qui nous permet d'explorer les différentes manières qu'on peut s'engager avec diverses personnes survivantes et s'assurer qu'on peut bien les considérer à travers le processus. Sarah, c'est une étudiante de première année qui vit en résidence universitaire. Vous est référée par un conseiller ou conseillère de résidence. Et ça, c'est toute l'information que vous aviez avant de rencontrer Sarah pour la première fois. Avant de commencer dans le processus de recevoir la plainte en soi, on voulait discuter quelques-unes des stratégies que vous allez appliquer tout au long. La première stratégie, c'est d'être consciente de les limites de le rôle de la personne qui reçoit une plainte. C'est important de considérer ces limites parce que sinon, on peut causer des préjudices pour la personne qui fait un développement peut l'enlever leur autonomie en faisant la décision, poser plus de risques d'avoir une réponse en lien avec le traumatisme. C'est important de ne pas essayer de diagnostiquer ou traiter un traumatisme, même si c'est important de reconnaître les signes d'un traumatisme pour essayer d'éviter des points de déclenchement, c'est inapproprié d'aller plus loin que ça. La deuxième stratégie qu'il faut appliquer à toutes les étapes de réception d'une plainte, c'est d'approcher chaque interaction avec, en prenant pour acquis que le traumatisme est présent. Même si le traumatisme n'est pas toujours visible ou facile à décerner, c'est très difficile de savoir si quelqu'un a vécu un traumatisme ou des symptômes d'un traumatisme présentement et tu ne risques rien pour personne qui n'a pas vécu un traumatisme en appliquant des pratiques qui prend en compte les traumatismes. Finalement, on veut vous rappeler de prendre soin de vous-même en mettant en place des pratiques pour prendre en compte les réponses à un traumatisme. Si tu es quelqu'un qui reçoit des plaintes, tu es exposé au traumatisme. Si tu ne prends pas en compte tes besoins, tu risques des préjudices à toi ou aux autres dans le futur. Nous voulons discuter qu'est-ce qui se passe avant qu'une plainte est même sur la table. Et ça commence toujours avec un dévoilement. Et les étapes avant le processus de plainte sont tellement importantes, créer un espace sécuritaire, offrir des accommodements, toutes les places où c'est possible, offrir des références à d'autres sources qui peuvent les informer au sujet de leurs options. Ça peut tout réduire les difficultés de l'expérience de dévoilement. Le dévoilement peut se passer n'importe où. On ne peut pas prendre pour acquis qu'ils vont tous prendre place à une seule point de ressources, même si mon politique le dit. Ce qui est important à faire quand quelqu'un
Un dévoilement, c'est d'écouter, valider, accommoder, si possible, et offrir des références pour plus d'options. Même s'il y a des personnes qui veulent simplement avoir une écoute ou des accommodements, il y a d'autres personnes qui voudraient avoir plus de soutien. Par exemple, un dévoilement à un professeur pourrait être fait pour chercher des accommodements académiques, tels des extensions, pour ceux qui font des dévoilements dans leur résidence. Ça pourrait être pour chercher différents lieux pour vivre. Les employés pourraient chercher des modifications à leur superviseur direct, leur responsable de leur programme, des changements de leur genre de travail ou d'autres accommodements. Si tu reçois cette sorte de dévoilement et tu as l'autorité de mettre ces accommodements en place, tu peux le faire immédiatement comme pratique qui prend en compte les traumatismes. Mais la personne qui reçoit un dévoilement devrait toujours offrir une référence au bureau qui peut offrir des informations détaillées au sujet de toutes les options qui sont disponibles et quelles options sont disponibles pour la personne qui fait un dévoilement. La plupart des personnes sur notre campus ne savent pas c'est quoi leur option et pourraient même avoir des préjugés au sujet de ce qu'ils ont besoin de faire pour avoir accès. C'est important de commencer avec une discussion de qu'est-ce que la personne qui fait le développement a besoin et c'est quoi leur attente. Est-ce que, par exemple, ils ne sont pas sécuritaires dans leur environnement de travail ou d'études? Est-ce qu'ils ont besoin de mesures sécuritaires? Est-ce qu'ils recherchent simplement une validation, que quelqu'un les croit? Ou peut-être qu'il ou elle cherche une redevabilité personnelle, une reconnaissance de leur expérience ou un engagement de la personne qui leur a causé des préjudices de le prendre en compte et changer leur attitude et action. Beaucoup de personnes qui font un développement rapportent ne pas chercher la finalité pour eux-mêmes pour essayer d'éviter des préjudices futurs pour les autres. Peut-être elles cherchent une redevabilité institutionnelle. Peut-être qu'elles ont reconnu quelque chose dans les politiques qui crée une barrière à poser des plaintes ou a des effets néfastes sur certains membres de la communauté. Ils ont peut-être reconnu des choses qui pourraient soutenir le processus ou peut-être ils ont simplement besoin de mentionner ou faire connu les impacts que des expériences de violence à caractère sexuel a eu sur eux dans le passé. C'est important de reconnaître qu'une plainte ne va pas rencontrer tous ces besoins. C'est important d'être clair au sujet de qu'est-ce qu'une plainte peut faire, qu'est-ce que ça ne peut pas faire et discuter d'autres options qui pourraient répondre à ces besoins. C'est aussi important de savoir qu'un plainte, c'est le seul mécanisme pour un établissement postsecondaire pour mettre en place des sanctions disciplinaires. Une autre chose à garder en tête, c'est que vous pouvez choisir d'avoir du soutien à tout moment sans entamer un processus formel. Ça, c'est la première chose dont vous devriez parler à la survivante. Ça devrait être très clair dès le début du processus de réception de plainte. Donc, si vous faites le lancement d'une plainte et vous rentrez dans les détails et vous voulez parler des politiques, assurez-vous d'expliquer à la survivante que l'aide peut être fournie sans entamer un processus formel. Revenons à l'étude de cas pour un moment. Vous vous rencontrez avec Sarah et avant de débuter la réception de plainte, vous expliquez la politique et les parties de l'enquête et vous dites à Sarah les suivants. Je voudrais te laisser savoir que tu n'as pas besoin de nous dire quoi que ce soit afin de recevoir du soutien. Nous allons t'aider, peu importe. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que je peux faire pour vous présentement pour offrir du soutien? C'est à ce moment-là que vous allez parler des attentes et besoins de la personne. C'est critique parce qu'il y aura peut-être des actions et des items auxquels vous devez répondre tout de suite. Et dépendant de comment la cliente a été reçue, un protocole de sécurité n'a peut-être pas été établi déjà. Quand vous demandez à Sarah ces questions, vous devez lui informer de quelque chose. Vous vivez, elle vit ici sur la résidence, sur la propriété du campus. Elle vit seule et elle ne se sent plus en sécurité dans sa chambre de résidence. À ce point-ci, sans même avoir conduit l'enquête de GDV, vous avez identifié déjà des actions pourront permettre à vivre plus facilement à cette personne et de mitiger les dommages causés déjà.
Et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de rentrer en profondeur dans les options de logement, mais vous pouvez les rechercher pour vous-même et savoir que ça pourrait informer une partie critique du travail. Par la suite, vous allez informer Sarah qu'elle a le droit d'avoir accès à des choses comme la relocation de logement, changer à une autre résidence, sans avoir procédé à une plainte formelle. À ce moment-ci, deux choses pourraient se passer. Sarah pourrait potentiellement s'arrêter ici, accéder au soutien de logement et continuer avec l'aide du bureau, ou bien pourrait accéder au processus de changement de logement et continuer avec le processus de réception de plainte formelle. Mais ici, pour l'étude de cas, Sarah dit qu'elle aimerait en savoir davantage sur le processus de réception de plainte. Donc, ultimement, la stratégie la plus importante pour la pré-réception de plainte, c'est de permettre à la personne qui dévoile de la laisser savoir qu'elle a la responsabilité et l'autonomie de dévoiler. Vous allez lui demander, est-ce que la politique que vous avez permet à cette personne d'avoir les options et le choix? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont en train d'enfreindre sur les droits de la personne qui voudrait possiblement faire le dévoilement? Une façon importante de soutenir l'autonomie, et qui est en théorie, mais aussi en pratique, c'est de s'assurer que vous donnez toutes ces informations importantes à la personne qui pourrait dévoiler avant de débuter un processus de plainte. Une chose, c'est important d'articuler clairement le processus et les implications adjacentes, mais aussi souvenez-vous des limites de ce processus. Ne parlez pas au nom de tous les éléments de ce processus. Vous pouvez parler des autres options disponibles si la personne choisit de ne pas procéder avec une plainte. C'est pour ça qu'il est important d'écouter les besoins et de partager les options disponibles pour répondre à leurs besoins. L'accès au soutien ne devrait pas être contingent sur l'obligation de faire une plainte. Cette chose est souvent très mal comprise et c'est important de le clarifier. En fournissant cette information sur le processus et le soutien, souvenez-vous que la personne à qui vous parlez a sûrement vécu du traumatisme et leur habileté de pouvoir fournir et accéder au processus d'une réception de plainte peut être déjà euh, affectée. Donc, comme Zanab a expliqué plus tôt, vous n'avez pas besoin de lister chaque option disponible pour Sarah, mais juste lui laisser savoir qu'il y a d'autres options disponibles est suffisant. C'est aussi une bonne pratique de fournir des informations verbalement et à l'écrit pour que la personne qui va dévoiler peut accéder à cette information à une date plus tard. Vous aurez peut-être aussi un moyen de communication préféré, donc assurez-vous de pouvoir discuter de besoins d'accessibilité pour que la personne puisse vraiment avoir accès de la façon la plus compréhensive et accessible possible. Donc, le processus de réception de plainte débute officiellement après la réception de toutes ces informations et avoir considéré toutes les options. Mais ceci n'est pas le moment pour prendre en compte toutes les informations et détails. Avant, il faut s'assurer que l'institution d'enseignement postérieur peut recevoir cette plainte. Donc, vous devez faire une évaluation initiale. Donc, vous allez prendre une description de la personne qui a causé du tort, un peu les événements et aussi brièvement les preuves de qu'est-ce qui aurait causé cet événement. Rappelez-vous que la personne qui fait le dévoilement aura à fournir des détails importants pendant le processus. Donc, le plus d'informations que vous pouvez trouver au début, le plus vous allez éviter que la personne se fasse retraumatiser dans le futur. Ça peut être quand même aidant de savoir que le processus va expliquer la définition de la violence basée sur le genre de façon quand même très vaste, ce qui peut inclure beaucoup
d'événements et de formules différentes. Donc, à ce point-ci, vous avez expliqué toutes les options à Sarah. Vous lui avez rappelé qu'elle a beaucoup d'options de soutien disponibles, même à l'extérieur du processus de réception de plainte. Vous allez nommer un objectif pour Sarah dès le début par rapport à son logement, par exemple. Et vous allez vraiment expliquer les choses de façon très accessible et transparente en expliquant la politique sans rentrer trop dans les détails de la politique. Vous allez lui donner une idée de combien de temps dure un processus. Après avoir entendu tout cela, Sarah décide néanmoins de procéder avec la réception de plainte. Donc là, vous allez continuer avec ce que Deb a référé étant l'évaluation initiale. Donc, avant de lancer une enquête, l'institution devrait déterminer si elle a l'autorité pour agir sur cette plainte au niveau légal et de politique. Donc, est-ce qu'ils ont la juridiction, par exemple? Est-ce que c'était sur le campus ou hors campus? Si c'était hors campus, est-ce que vous avez l'autorité pour agir? Mon institution a vraiment un processus d'évaluation substantiel. Donc, si quelque chose a lieu hors campus, mais on peut quand même créer un lien substantiel avec ce qui se passe sur le campus, on peut quand même avoir le droit d'agir. On peut aussi demander si cette personne, si l'institution a le droit sur la personne. Est-ce que c'est au sujet d'une personne qui fait partie de la communauté du campus? Sinon, ce n'est pas pertinent et l'institution ne peut pas agir. Par la suite, il y aura une évaluation de la plainte elle-même. Est-ce que l'institution peut dire que la plainte en tant que telle enfreint à une politique? Ce n'est pas une question de déterminer la vérité ou la validité de la plainte, c'est juste pour déterminer si, en effet, ça convient aux politiques en tant que telles. Donc, on ne veut pas retomber sur ces mythes ambitieux autour de la violence basée sur le genre. Qui est la victime? Qui est le type de personne qui commettrait de la violence basée sur le genre et comment est-ce que ces choses ont eu lieu? Ne faites aucune présomption sur ça. Vous devez prendre cette plainte à sa valeur superficielle pour ensuite passer à la prochaine procédure. Si votre institution est comme la mienne et vous avez des procédures pour chaque différent type de communauté sur le campus, ça va être un élément important aussi. Donc, pour compléter l'évaluation initiale, vous pouvez demander quelque chose, quelques questions davantage à Sarah. Par exemple, vous pouvez lui demander des questions comme est-ce que l'événement a eu lieu sur le campus? Est-ce que l'incident a eu lieu quand vous étiez étudiante? Est-ce que l'incident a impliqué un membre du campus ici? Ce que vous n'allez pas demander à Sarah, c'est des détails sur l'événement en tant que tel. Vous n'allez pas lui poser des questions qui seront discutées encore lors de l'évaluation, comme les noms, des textos, des courriels ou autres preuves reliées à l'incident. Nous allons vraiment mettre de l'emphase sur ça parce que ça peut être vraiment facile de creuser sur ces détails. Donc, on ne peut pas pousser la survivante à déjà dispenser de son énergie limitée à raconter son traumatisme. Donc, une fois que vous avez établi que vous avez l'autorité d'agir et vous avez déterminé quelle procédure s'applique, vous allez marcher la survivante à travers les étapes en lui fournissant des informations sur les détails du processus. Contrairement à l'évaluation initiale, en nommant des options très vagues, c'est à ce stade-ci que vous pouvez rentrer dans des détails plus précis et détaillés sur les formes de soutien. Donc, des informations sur quel est le processus, comment cela fonctionne, expliquer le processus est basé sur la relation avec la personne qui est, est nommée comme étant cause du tort. Vous allez peut-être parler aussi de gens qui peuvent être disponibles, comme peut-être c'est une personne sur le personnel, une personne de soutien sur le campus. Donc, des fois, ça peut être très complexe
Parce que parfois, la personne qui a causé du tort occupe plusieurs rôles. C'est un étudiant, peut-être un superviseur, un enseignant. Donc, ça peut être des questions complexes. Si vous n'êtes pas sûr, ça ne fera pas de tort de parler à un avocat ou une autre personne pour pouvoir vraiment fournir des informations les plus exactes et précises possibles pour que ces informations se retrouvent dans le processus de leur plainte. Ils voudront savoir comment long est le processus, comment est-ce qu'ils vont être gardés à jour sur les détails du processus. Et souvenez-vous, si vous allez vraiment limiter les options qui sont pertinentes à la politique. Vous n'allez pas nommer euh, des solutions possibles à ce processus. Vous allez vraiment garder ça ouvert. Donc, peut-être vous allez vouloir revenir à la discussion sur les besoins et les attentes et vous allez être clair sur les limitations du processus. Et vous allez peut-être aussi pouvoir les rappeler qu'il y a d'autres options aussi. Juste les laisser savoir qu'il y a d'autres formes de soutien si jamais, à ce moment-ci, la personne sent le besoin de se retirer. Elle devrait être mise au courant de quel genre de rôle est-ce qu'il va jouer. Est-ce que c'est actif, passif? Est-ce qu'il peut se retirer si c'est trop? Qui mènera l'enquête? Qui posera les questions? Si ça peut les aider à comprendre un peu plus qui seront ces personnes qui seront assignées à cette enquête. Et si la personne qui est nommée comme étant causé le tort est capable de mener la personne qui a fait le dévoilement à une forme d'entente ou quelqu'un qui peut se pointer vers le syndicat pour avoir du soutien, ça pourrait être quelqu'un qui représente. Donc, souvent, il y a beaucoup d'informations à examiner. Donc, c'est mieux de laisser savoir à la personne qui pose la plainte que vous allez vérifier avec un expert avant de répondre à des questions auxquelles vous n'avez pas des réponses claires. C'est aussi important pour la personne faisant le dévoilement quel genre de droits ils ont lors du processus pour qu'ils puissent prendre des décisions informées. Ils doivent être rappelés de leurs droits tout au long du processus. C'est également important pour la personne faisant le dévoilement d'être au courant des limitations de ses droits. Par exemple, la personne faisant la plainte a le droit de dévoiler même s'ils ils se sont fait, euh, ils sont déclenchés pendant le processus, peuvent quand même s'arrêter, mais ils doivent aussi savoir que être au courant des responsabilités qui viennent avec ces droits. Donc, quand on parle d'équité procédurale, cela s'entretient pas juste à la personne faisant le dévoilement, mais aussi la personne qui s'est fait accuser. Donc, cela touche au droit de se faire entendre et à un processus équitable. Ces droits et ces besoins sont quand même répondus à divers niveaux. Donc, vous avez droit à une personne de soutien qui doit être disponible dès le début du processus. Ils ont peut-être aussi des droits du PSA, les personnes de la politique. Vous avez aussi le droit à faire des droits de l'information sur les procédures et de pouvoir répondre aux états et constats de l'autre partie. Vous allez voir comment ces droits s'appliquent à la personne répondante et à la personne posant la plainte. Donc, comme n'importe quelle autre conversation où il y a une plainte, vous devez utiliser du langage culturellement approprié et les fournir de façon verbale et écrite ou dans la forme préférée par la personne déposant la plainte. Donc, nous savons que les personnes sont quand même protégées par les droits à la sécurité privée. Donc, souvent, ces définitions qui peuvent être définies de façon très étroite par les institutions. Donc, ici, nous allons faire la distinction entre la vie privée et la confidentialité. Et c'est important que la personne faisant la plainte comprenne les deux. La vie privée
c'est la protection des informations personnelles, des informations qui appartiennent à l'individu. Donc, quelle est la responsabilité de l'institution par rapport à l'information qu'ils sont en train de collectionner à travers le processus? Qui aura accès à ces informations? Comment sera-t-elle protégée? L'information privée seulement, devrait seulement être partagée pour, aux fins pour lesquelles elles ont été euh, rassemblées pour députés. Donc, dans un processus légal ou d'abus. Donc, vraiment, ces informations doivent pas être partagées à l'extérieur du processus. Si elles sont partagées, ça sera seulement avec les gens qui ont légitimement le droit euh, d'avoir accès à ces informations et seulement dans le cadre de leur rôle et responsabilité. Donc, ça, c'est la responsabilité de l'institution. La prochaine question, c'est qu'est-ce que la personne faisant la plainte, euh, qu'est-ce qu'elle peut partager et qu'est-ce qu'elle peut garder pour elle-même? Donc, par rapport à la confidentialité, c'est au sujet du processus. Le processus en tant que tel est confidentiel. Il n'y a pas de dossier public, il n'y a pas de discussion publique, sauf dans des exceptions très spécifiques. Ça, c'est parce que le cas contient les informations personnelles des deux parties. Donc, les deux parties devraient être au courant que les informations et les documents, s'ils sont partagés, peuvent avoir des conséquences très sévères sur le processus. Ça peut compromettre une enquête policière ou tout autre élément du processus. Mais ça expose aussi la personne à des risques régales. Si une personne divulgue des informations qui sont reconnues à travers le processus, ils sont à risque d'être poursuivis par un individu qui croit que leur information a été divulguée contre leur gré. Ça doit être clair que les instructions sur la confidentialité ne doivent pas être un arrêt total. Les gens doivent quand même être capables de discuter, de s'exprimer, de vivre leurs émotions lors de ce processus. Donc, et c'est prouvé que les gens qui parlent de leur expérience sont moins à risque de développer du trauma, des, un état de post-traumatique. Donc, c'est important de ne pas quand même partager des informations qu'ils ont apprises sur d'autres personnes, mais en général, l'encadrement existe pour que les gens comprennent que le dévoilement ne sera pas parfait, mais qu'il y a un niveau de protection. On ne peut pas partager avec les médias, on ne peut pas partager avec les médias sociaux, mais si on doit partager des choses pour certaines raisons, comme pour pouvoir vraiment euh, adresser nos émotions, s'il y a un espace pour ça, sans identifier des informations spécifiques, cela peut être correct. Donc, même si les documents ne peuvent pas être partagés, parler des expériences avec notre cercle de soutien doit être permis. Donc, quand je parle de cercle de soutien, je parle euh, des travailleurs sociaux, des membres de famille, des amis, les personnes qui sont définies comme soutien par l'individu. Et ce qui discute avec ces individus peuvent être les noms des individus et l'existence de faits déterminés dans la réception de plainte. Mais il faut quand même nommer les risques de ces choses avec la personne qui pose la plainte. A complainant can give the final go-ahead. Une fois qu'ils ont toutes les informations, la personne qui fait la plainte peut faire une décision eux-mêmes. On nous répétons beaucoup, mais c'est leur décision. Si la personne décide que une plainte n'est pas le processus qu'elles veulent suivre, il faut les rappeler qu'ils ont quand même accès à des ressources de soutien, offrir des liens pour ces ressources ou faire des références, que ce soit pour des ressources sur le campus ou hors campus, dépendamment de leurs besoins. Si la personne décide d'aller de l'avant avec une plainte, c'est important de faire la transition vers l'enquête. Ou dans les cas où la personne qui reçoit la plainte est aussi la personne qui est responsable pour l'enquête, il faut changer de chapeau. Sinon, il faut faire le transfert aux personnes responsables pour l'enquête
avec une connexion qui peut augmenter la confiance entre les parties. En général, c'est important d'attendre avant de prendre toute l'information. Tu as partagé beaucoup d'informations avec la personne qui ont besoin de comprendre et passer du temps avec. Ça pourrait prendre du temps pour trouver un individu pour les assister à travers le processus. Elles ne sont pas peut-être pas encore prêtes. Et la personne responsable pour l'enquête a peut-être besoin de temps pour se préparer. Une fois que la personne qui fait le plainte et l'enquêteur sont prêtes, c'est important d'aller de l'avant. J'avais mentionné avant que le processus de plainte est le seul mécanisme pour les établissements postsecondaires à mettre en place des sanctions disciplinaires. Il y a des cas où la personne qui fait un développement veut que ça arrive qu'il y a une forme de redevabilité, mais qui ne veut pas se mettre de l'avant. Et voudrait faire une plainte anonyme, ou peut-être c'est peut-être une troisième partie qui n'est pas impliquée dans la situation qui fait la plainte pour l'autre individu. Ça peut causer des enjeux pour l'équité procédurale s'il n'y a pas assez de détails dans la plainte. La personne répondante a le droit de savoir qui fait une plainte et c'est à quoi le sujet. Et tu peux lire plus au sujet des plaintes anonymes et par les troisième parties dans un blog qui va être lancé, je crois, à la fin du mois dans notre infolettre. Une autre option pour l'institution, c'est de prendre le rôle de personne plaignante qui permet la personne de offrir leur témoignage, mais ne pas être responsable pour la plainte. Ce n'est pas nécessairement une bonne situation par défaut, mais ça peut être une bonne option pour quelqu'un qui ne veut pas être responsable pour tout le processus d'une plainte. Et l'institution peut être la partie plaignante si il y a assez de évidence pour indiquer que la personne répondante a enfreint à une politique. Mais il y a beaucoup moins de possibilités que ça finisse par des sanctions contre la personne répondante. Ayant maintenant traversé tout ce processus de recevoir une plainte, on voulait se rappeler de quelques éléments clés, juste au cas où qu'on ne les a pas assez mis d'emphase sur elle. Le premier, c'est l'autonomie pour la personne qui fait un dévoilement, incluant un consentement informé. C'est la fondation de le processus. Il faut prendre ça en compte sur toutes les étapes de réception d'une plainte, même si c'est important tout au long du processus de plainte, mais la plupart de ce que tu vas faire pendant ce processus, c'est d'offrir de l'information pour soutenir un consentement informé. La personne survivante a le droit de décider si il ou elle veut faire une plainte ou pas. Des fois, nous avons une tendance à les diriger vers un processus de plainte parce que ça peut avoir l'air de l'option le plus légitime. Mais de un, ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas toujours qu'est-ce que la personne a besoin. Et de deux, nous ne devrons pas les diriger d'une façon ou d'une autre. C'est important de simplement les donner les outils, l'information qu'elles ont besoin pour faire la meilleure décision. Il faut aussi protéger contre la retraumatisation en respectant les limites du rôle de recevoir une plainte et le processus, en limitant les détails que tu demandes de la personne qui fait un dévoilement. Une autre partie importante de votre rôle à cette stage, c'est de faire des connexions. Pour toutes les personnes qui font un dévoilement, ça veut dire offrir de l'information au sujet ou des références à des soutiens aux accommodements. Et pour les personnes qui veulent aller de l'avant avec une plainte, ça veut dire créer une connexion avec la personne ou le processus qui sera responsable pour l'enquête. J'espère qu'on a eu la chance de vous offrir quelques outils pour penser à travers les défis que vous avez partagés au début de cette séance dans le clavardage et comment commencer à vous assurer d'avoir un processus pour recevoir les plaintes qui prend en compte les traumatismes, qui est équitable et qui fonctionne pour tout le monde. Ceci n'est qu'un début. Finalement, il faut toujours se rappeler à revenir aux trois standards d'équité procédurale des pratiques qui prennent en compte le traumatisme et une réduction des préjudices. Et si vous avez participé dans d'autres séances,
tu peux vous rappeler qu'il y a des éléments que ces trois standards ont en commun, en pensant à si votre pratique est équitable, de manière procédurale, informée par les qui prend en compte les traumatismes, que ça réduit les préjudices. Il faut être clair, transparente en décrivant le processus et communiquer les informations importantes. Il faut comprendre, être consciente et éviter vos propres préjugés de la personne qui fait un dévoilement, la personne qui est une répondante et être entièrement impartial sans essayer de considérer qu'est-ce qui serait le résultat d'une plainte. Il faut aussi être flexible et dans tous les cas, permettre de se faire diriger par les besoins de la personne qui fait un dévoilement. Et comme toujours, nous voulons réitérer que ces standards existent dans la matrice des équités et droits humains. Il faut avoir un respect pour les droits humains. Notre séance aujourd'hui a mis de l'avant des stratégies du chapitre 7 du guide compréhensif. Tu peux trouver le guide au complet dans 4 sections. Celui-ci, c'est la 3e section, dans le ressources disponibles dans Courage d'agir. Notre prochaine séance de formation sera sur des mesures intérimaires qui se prendra place cet automne. Entre ce temps, nous allons offrir une introduction aux fondations en juin et plusieurs autres mois. Tu peux vous enregistrer sur la page sur le partage de connaissances nationales et si tu veux commencer maintenant, tout le guide est disponible dans le centre de ressources. Section 4 du guide partage 3 questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse claire de meilleure pratique et que nous faisons face tous à ces enjeux. Nous allons considérer 2 autres questions ouvertes. Ça va être des séances de travail fermées avec une panel d'experts qui utilisera la même méthodologie dans le chapitre de notre guide qui regarde ces questions. Nous allons travailler avec cet enjeu, considérer des possibles solutions ou au moins créer des recommandations. Nous allons considérer en mai des relations personnelles consensuelles entre les individus qui ont différentes positions de pouvoir dans l'institution. Et le deuxième sera en décembre, d'autres questions ouvertes sur la vie privée, confidentialité et dévoilement. Il y a beaucoup qui reste à discuter là-dedans. Pour chaque séance, on espère publier des livres blancs avec les conclusions de ces discussions. Excellent. Merci tellement, Deb, Brittany et Zanab. Je demande maintenant à public. Si vous avez des questions, vous pouvez les partager dans la boîte de questions et réponses en pouvoir les répondre. Je pense qu'on a une première question. Quand les polices sont impliqués dans un cas, qu'est-ce qu'il faut garder en tête pour une réception de plainte? C'est en parlant de contexte postsecondaire. En général, les polices vont vouloir compléter leur investigation en premier. On n'a pas besoin d'attendre tout le processus judiciaire au complet, mais il faut attendre pendant que la police font leur collecte d'informations. Une fois qu'ils nous disent qu'ils sont complétés, on peut commencer notre enquête qui va vraiment prendre une forme entièrement différente que le sienne. Merci beaucoup, Deb, pour cette réponse. Et est-ce qu'on a d'autres questions aussi? Est-ce que vous avez des suggestions de formulation pour l'aspect de la confidentialité qui ne ressemble pas à un bâillon? Des fois, le réseau de soutien pour une personne survivante, ça peut inclure d'autres étudiants et étudiantes et ça peut créer une friction entre le droit à vie privée pour la personne répondante et le besoin de la personne répondante à le soutien de leur père.
Oui, donc ça a une relation aux questions de qu'est-ce qu'on fait quand il y a une brèche dans la confidentialité, quand on va partager de l'information, une partie du processus, puis ça sort finalement, c'est quoi la responsabilité de l'institution en lien avec ça? Je vais répondre en premier à la question ici pour la formulation. Je te ferai référence aux politiques de l'Université Victoria qui a eu vraiment un excellent passage sur confidentialité, vie privée, va en beaucoup de détails en lien en termes de les droits et responsabilités de tout le monde. Ce que je dirais, c'est que c'est très difficile pour nous de s'assurer de cette confidentialité en tant qu'établissement postsecondaire. Et je dirais que ça, c'est une question ouverte. Ce n'est pas conclu, mais j'offrirai mon propre point de vue que nous offrons de l'information aux parties en raison d'avoir une équité procédurale. Nous ne devrons pas retenir de l'information parce qu'on a peur que les parties ne vont pas, comment ils vont l'utiliser, parce que ça serait une brèche de l'équité procédurale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si quelqu'un partage des informations confidentielles? Dans le passé, je trouvais que c'était très difficile de défendre ces cas-là. Mais en général, les plaintes au niveau postsecondaire ne sont pas vraiment adéquates pour répondre à des manquements dans les questions confidentielles. On ne devrait pas s'impliquer dans une question qui réellement est civile. On n'a pas l'autorité de mettre en place des dédommagements pour des atteintes à une réputation. Donc, moi, je pense qu'on devrait laisser ça au système judiciaire civil, mais ayant dit ça, il faut quand même clairement expliquer ce risque de litigation, de poursuite civile aux parties en lien avec la responsabilité de ne pas partager des informations privées ou confidentielles. Et on peut mettre des efforts en place en tant qu'institution. Donc, comme j'ai dit, c'est important de regarder aux politiques de UVic, c'était vraiment excellente, mais quand tu partages de l'information en lien avec le processus, assure-toi que c'est seulement l'information nécessaire aux parties pour répondre à leur rôle dans le processus. Tu pourrais omettre de l'information personnelle qui n'est pas nécessaire pour eux ou elles. Et tu pourrais leur demander de signer un accord, ne pas partager les informations, les documents qu'ils ou elles auront reçus en lien avec le processus. Comme ça, ils ont vraiment quelque chose d'écrit qui explique que c'est nécessaire et qui pourrait aussi expliquer les conséquences de partager ces informations privilégiées. Merci beaucoup pour cette excellente réponse, Deb. On avait une question pour toi aussi, Zanab. Qu'est-ce qui arrive si il y a la possibilité d'une enquête, mais quelqu'un ne veut pas aller de l'avant avec une plainte? Deb avait décrit plus tôt dans la présentation des options pour aller de l'avant sans la participation de la personne plaignante. Tu pourrais avoir une situation quand l'institution demande la personne plaignante de simplement être un témoin ou si tu as assez de évidence, tu pourrais aller de l'avant sans la personne plaignante, l'institution deviendrait la partie plaignante. Mais ce que je dirais de mon côté, cette idée de redevabilité, et nous en discutons beaucoup dans notre guide, c'est très important. La réponse que moi, j'offrirais, c'est est-ce que nous avons une redevabilité envers des politiques qui sont écrites? Ils sont simplement des processus qui ont été nommés par l'institution ou est-ce qu'on a une redevabilité envers la personne plaignante? Notre principe, c'est que la redevabilité est envers la personne plaignante. Une bonne processus, c'est une qui laisse la personne plaignante dans une meilleure situation qu'il ou elle se retrouvait par avant. C'est quelque chose d'important à se demander. Si il y a un client, une cliente qui ne veut pas aller de l'avant avec une plainte, mais ça aurait la possibilité pour en faire une, je dirais,
Bon, on a la possibilité d'en faire une plainte, mais la personne qui fait un dévoilement ne veut pas aller de l'avant. Mais à la fin de la journée, si on va de l'avant avec la plainte, qui en bénéficie? Est-ce que c'est simplement cocher une case pour dire il y avait la possibilité d'en faire une, on allait de l'avant, on a dépensé toutes ses ressources, mais ça n'a pas amélioré la sécurité du communauté, de la personne plaignante? Alors, il faut demander à quel point est-ce que ça ne valent pas d'aller de l'avant avec cette plainte. Ce qu'on essaie d'indiquer, c'est qu'on essaie de défaire une redevabilité envers des processus institutionnels, un modèle où on est responsable pour des individus qui sont impliqués dans ces incidents et ce qu'ils et elles veulent. Si tu décides d'aller de l'avant avec une plainte, ça devrait seulement être dans une situation où vous avez des preuves suffisantes pour aller de l'avant avec la plainte sans la personne et que vous êtes certaine que aller de l'avant avec la plainte, ça va améliorer la situation pour la personne plaignante, que ça va créer une crédibilité pour la personne qui a causé des préjudices ou ça va améliorer la sécurité du communauté. Sinon, c'est quoi le but d'aller d'avant avec cette plainte? Merci d'avoir expliqué ça aussi clairement. Merci beaucoup et je pense que ça a inspiré d'autres bonnes questions. La prochaine question, c'est en lien avec la confidentialité, la vie privée. C'est quoi vos recommandations quand un dévoilement arrive à travers une publication publique sur un média social? Comment est-ce que tu peux aviser les étudiants et étudiantes au sujet des interactions en ligne en allant de l'avant? Ben, je vais essayer de répondre à ça. Ça arrive que des incidents viennent à la lumière sur les médias sociaux. Maintenant, c'est public. Je pense que la première obligation, c'est de s'assurer que la communauté se sent en sécurité et de mettre en connexion avec les personnes impliquées dans la publication des médias sociaux. Dire, hey, nous avons des options pour vous. Est-ce que vous voulez venir parler avec nous? Ça va être très rare qu'une institution va parler de manière publique au sujet de ce qui arrive dans un plan spécifique, la finalité, le résultat. Alors, je pense que besoin d'arriver, c'est d'essayer d'engager l'énergie qui existe dans le public pour devenir impliqué et leur appeler à penser comment est-ce que quelque chose comme ça pourrait arriver, peu importe si c'est arrivé ou pas, et c'est quoi les conditions qui le permettraient d'arriver et pourquoi pas mettre votre énergie envers éliminer les possibilités que ça pourrait arriver comme ça. Comme ça, ben, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être masqué par la confidentialité, les vies privées. Je peux juste dire, on veut améliorer l'environnement ici. C'est notre obligation en tant qu'institution. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Mais c'est important d'être clair que une fois que c'est dans un processus de plainte formel, l'institution ne peut pas et ne va pas faire public de l'information, sauf s'il y a certaines conditions qui sont remplies. Excellent. Merci, Deb. Et Brittany, j'ai une question pour toi, d'avoir un peu ton point de vue sur ça. Comment est-ce qu'on devrait répondre si une personne survivante veut partager une expérience et commence à partager plus de détails que nous avons besoin? Est-ce qu'on peut balancer leur autonomie avec les limites de notre rôle en tant que personne qui reçoit une plainte? Sorry, I have a bit of trouble Désolée, unmuting. j'ai un peu de difficulté à entendre. Oui, c'est une question très, très éprouvante. C'est difficile à définir, mais certainement une chose qui va survenir lors de vos processus, surtout si vous êtes en train de créer un environnement sécuritaire pour que les gens puissent venir de l'avant et s'exprimer. Donc, c'est peut-être un espace dans lequel une survivante est à l'aise de partager son histoire d'une façon plus détaillée. Je dirais, je ne vais pas donner une réponse définitive parce que, bien sûr, ça va dépendre de la situation et des circonstances spécifiques, mais certaines choses auxquelles j'ai réfléchi, si cela survient. Premièrement, est-ce que vous avez expliqué le rôle du processus, ton rôle dans le processus? Est-ce que vous l'avez connecté à des ressources de soutien appropriées? Est-ce qu'elles ont
accès à ce soutien sans avoir à dévoiler quoi que ce soit du tout? Est-ce qu'elles comprennent les limitations du processus et qu'est-ce qui s'en vient plus tard, où elles auront à raconter au moins une autre fois leur histoire? On espère en tout cas. Une chose à ne pas faire, c'est ne pas les bloquer, les empêcher. Il faut les écouter, les valider, euh, reconnaître leur histoire. Donc, vous pouvez, n'essayez pas d'agir comme thérapeute ou travailleur social si ce n'est pas nécessairement votre rôle, mais et n'essayez pas d'agir comme la personne menant l'enquête non plus. Parce que si elles sentent que vous prenez le rôle de meneur d'enquête lors d'une évaluation initiale, ça peut être très difficile pour la survivante. Donc, vous pouvez, oui, valider leur histoire, leurs sentiments, les rappeler elles auront à partager d'autres détails lors du processus en tant que tel et qu'elles peuvent accéder à du soutien sans avoir à partager. Donc, vraiment écouter leurs besoins. Donc, cela revient à leurs besoins et attentes. Donc, c'est vraiment cela. Des fois, elles ont juste besoin de quelqu'un à qui se confier. Donc, il faut juste les écouter. Il faut vraiment être clair sur les attentes, c'est-à-dire, elles devraient savoir qu'est-ce qui pourrait arriver et plus probablement, qu'est-ce qui ne va pas arriver quand elles partagent leur histoire avec toi. Donc, soyez clair que vous n'êtes pas thérapeute, vous n'êtes pas un meneur d'enquête, mais que vous êtes là pour les écouter. Vous pouvez dire quelque chose comme dans l'esprit de dévoilement, transparence, vous allez avoir d'autres soutiens à d'autres moments, et peut-être vous allez trouver plus de valorisation quand vous allez aborder d'autres formes de soutien, mais vous pouvez quand même partager. Si lorsqu'elles comprennent tout cela, c'est vraiment à elles de partager ou de décider de partager comme elles veulent. Donc pour les personnes qui choisissent de partager, ça peut être quand même effrayant. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment important de garder un espace sécuritaire pour le faire. Donc, pour revenir à la question du soin de soi, c'est pour ça c'est important d'avoir des soutiens pour soi-même. Parce que entendre parler du trauma à quelqu'un d'autre et leur histoire de violence, cela va vraiment vous affecter. C'est lourd, c'est très difficile. Et surtout quand vous n'êtes peut-être pas en position de pouvoir faire quelque chose, écouter, c'est puissant, mais souvent, on sent qu'on aimerait faire encore plus et cela peut être très difficile. Donc, il n'y a pas vraiment une réponse claire à cette question, mais quand vous rencontrez des enjeux comme ceci et vous n'avez pas de réponse claire, ramenez-vous aux 3 standards, c'est-à-dire, pour cette question, je dirais, souvenez des choses comme l'équité procédurale, vous devez les écouter, mais aussi demeurer neutre, vous ne devez pas spéculer sur qu'est-ce qui devrait se passer, qu'est-ce qui pourrait arriver si ce n'est pas encore quelque chose qui a été clair dans la politique ou dans votre pratique. Donc, valider leur expérience, valider leurs émotions, mais ne fournissez pas des solutions. Donc, cela revient aux attentes claires. Donc, les fournir un espace sécuritaire où elles peuvent être entendues, mais demeurer dans les limites de l'évaluation de la réception de la plainte. Donc, vraiment, c'est juste une stratégie de réduction des dommages pour pouvoir écouter quelqu'un si elles ont envie de choisir de faire cela. Donc, je ne sais pas si ça a complètement répondu à votre question, mais je pense que c'est une approche à considérer dans cette position. Merci beaucoup, Brittany, pour ce partage. J'ai une autre question pour n'importe qui entre vous. Est-ce que vous avez des règlements ou des politiques pour vraiment encadrer qu'est-ce qui devrait être partagé
et qu'est-ce qu'ils devraient partager avant qu'un processus est entamé et à quel niveau, comme à l'intérimaire. Donc, je pense que je vais garder cette question pour plus tard, mais quand on parle du dévoilement, et ceci va être abordé lors de l'enquête et du processus judiciaire, comme dans nos sessions futures, mais elles ont besoin d'assez d'informations pour qu'elles puissent fournir une réponse de l'accusation suffisante. Donc, si les gens ne connaissent pas les détails de l'accusation, ils ne seront pas assez outillés pour répondre. Donc, n'importe quelle information qui seront utilisées qui ont rapport au destin d'autrui, cette personne doit être mise au courant. Donc, ça, c'est la version courte. Merci, Deb. Je sais qu'il y a d'autres gens qui ont aussi des questions sur les mesures intérimaires. Donc, je vois une dernière question. Donc, c'est de Jennifer. Elle demande si l'établissement a assez d'informations et a une raison valide et l'établissement décide d'aller de l'avant, il y aura quand même un risque que l'identité de la personne qui dévoile ne sera pas protégée. Donc, peut-être la personne qui a dévoilé, donc la personne qui dévoile devrait quand même être informée de ce risque. Donc, même elle n'a pas besoin de participer formellement au processus, j'aimerais juste avoir un peu vos pensées sur cette question. Donc, Jennifer, je crois que votre question forme une partie de la réponse. Donc, je vais y répondre en disant premièrement que ce n'est pas juste un risque que la personne qui dévoile que son anonymat ne sera pas protégé. Il faut quand même aller de l'avant en présumant que son identité ne le sera pas protégée. C'est pas mal compris que leur anonymat ne sera pas protégé parce qu'ils ont besoin d'avoir assez de détails pour bien répondre. Donc, la personne mise en demeure va recevoir beaucoup d'informations et il faut donc présumer que même si on ne dévoile pas l'identité directement, ça sera quand même perçu en fin de compte. Donc, il faut aller de l'avant sans dire qu'on va dévoiler leur identité, mais ce serait important de vraiment développer des mesures qui seraient présentes dans le processus, dont par exemple des mesures intérimaires dans la réception de plainte avec quelqu'un. Donc, ce que plusieurs établissements font, c'est qu'en allant de l'avant, quand l'établissement est la personne qui fait le dévoilement, ils vont couper la personne qui est mise en demeure. Donc, ils vont dire souvent, ils vont dire parce que tu es la personne qui a dévoilé, tu n'as maintenant plus les droits d'une personne qui a fait le dévoilement. Donc, il faut s'assurer qu'il y a des mesures de sécurité pour protéger la personne qui a initialement dévoilé. Donc, il faut vraiment aller de l'avant en en présumant que son identité de la personne qui dévoile sera malheureusement révélée. Donc, partie 2, c'est que les mesures intérimaires soient quand même soutenues. On ne veut pas enlever les droits de la personne qui dévoile, même si l'établissement est la personne officiellement qui dépose la plainte. Et la troisième partie serait que nous voulons garder la personne informée du processus à chaque étape. Donc, ça, c'est l'autre chose que les établissements font souvent quand elles vont de l'avant. Donc, quand les établissements vont de l'avant pour la personne, des fois, ils vont pas révéler qu'est-ce qui se passe ou ils vont pas nommer s'il y a des risques de sécurité. Donc, avec le consentement informé de leur part, c'est important de les informer lors de leur occasion rare où les établissements vont de l'avant sans un rôle actif de la personne qui a fait le dévoilement. Donc, je dirais que ça, c'est les trois choses qu'on devrait faire pour les personnes qui ne sont pas participantes. Juste parce qu'elles ne participent pas, ça ne veut pas dire qu'elles doivent être punies ou gardées dans l'obscurité. Donc, comme Deb a dit, la façon que nous voulons encadrer les actions des établissements qui agissent comme déposeurs de plainte,
on ne veut pas juste les garder responsables envers les politiques, mais aussi elles doivent être responsables envers tous les participants, ce qui inclut les gens qui ont ont vécu des préjudices, euh, même si ces personnes ne sont pas actives dans le processus. Donc, je veux rajouter aussi un peu sur cela. Donc, la responsabilité envers la personne qui a été victime, c'est le fait qu'on veut que les campus soient accessibles envers elles. Donc, si nos campus les excluent, on n'est pas en train de maintenir leurs droits humains d'exister là. Donc, ça, c'est quelque chose d'important à considérer. Ce n'est pas juste une question de qui est dans ce processus de plainte, mais c'est qu'est-ce que nous devons à nos membres de la communauté pour s'assurer qu'elles ont accès à leur campus, à leur vie. Donc, merci beaucoup, Deb et Zanab. Donc, j'ai une autre question. Donc, je vais la passer à Deb. Est-ce que PSI devrait avoir un processus pour la confidentialité? Oui, j'ai répondu ça un peu partiellement plus tôt en parlant de comment est-ce qu'on protège la confidentialité. Mon opinion personnelle, c'est je ne crois pas que c'est à nous de le faire. Nous fournissons les informations aux individus en matière d'informations personnelles parce que ces personnes sont impliquées dans le processus. Mais si les gens ne l'ont pas dévoilé, il n'y a pas grand-chose que nous pouvons faire en tant que pouvoir fournir une antidote aux dommages que cela peut causer. Et cela inclut la réputation de la personne. Donc, je crois que c'est vraiment à la Cour civile de gérer cela. Donc, ce que nous offrons comme information à la personne mise en demeure, c'est seulement ce qu'ils ont besoin et, et on doit s'assurer que cette personne garde ces informations à elle-même, confidentielles. Merci, Deb. Donc, je crois que nous avons 2 ou 3 autres questions. La prochaine, c'est comment est-ce que vous adressez des réceptions de plaintes? Donc, quelqu'un qui a une contre-plainte pour contrevenir. Donc, c'est l'acronyme DARVO, donc nier, attaquer, revendiquer et offensif. Donc, je ne crois pas que cet acronyme existe dans d'autres formes de façon aussi prédominante que dans la violence de genre, donc les situations de violence de genre. Donc, ça, c'est une des raisons principales pourquoi nous avons dit qu'il y a une promesse entre les 2 parties lors du processus pour protéger leurs droits. Donc, dans un modèle criminel, il y aurait une personne qui vit la victime qui fait juste écouter et ne peut pas répondre, mais quand il y a des contre-accusations qui font partie d'une défense de la personne mise en demeure, donc la personne qui a vécu les dommages a le droit de répondre. Donc, dans le passé, nous aurons fait quelque chose comme maintenant, nous allons avoir une contre-plainte. Donc, il y a une plainte de cette part-ci et ensuite la contre-plainte, c'est une autre chose. Logiquement et bureaucratiquement, c'est impossible. C'est extrêmement difficile d'adresser cela. Donc, ce que je dirais, c'est quand vous avez soit la personne qui qui fait le dévoilement et la personne mise en demeure, elles peuvent réagir à ces questions dans le processus en soi. Donc, c'est mieux si vous n'avez pas des rencontres face à face lors de ces plaintes, parce que comme cela, elles peuvent prendre le temps de regarder les accusations, que ce soit l'accusation initiale ou une contre-accusation, et elles peuvent penser à comment elles aimeraient saisir cette question pour pouvoir y répondre convenablement. Donc, la réponse à cette question, c'est s'assurer que les 2 parties qui ont tous les droits de participation dont nous avons discuté dans le guide. Merci, Deb. Merci pour cette réponse.
Donc, nous avons quelques réponses de plus. Donc, je vous invite à indiquer quelques questions de plus dans la boîte de messagerie. Donc, si vous avez des suggestions sur comment conclure une réception de plainte, surtout si quelqu'un veut vraiment partager leur histoire. Donc, c'est un peu un suivi comme question. Donc, ça, c'est une excellente question et je partagerai des pensées mais avant, Deb, est-ce que vous avez des choses à partager? Moi-même, n'ayant jamais fait une réception de plainte, je fais juste parler des approches informées par le traumatisme et du processus de réception de plainte en général. Mais quelque chose qui me vient à l'esprit sont, d'une part, si une réception a besoin d'être conclue à ce moment-là, si vous êtes dans le processus d'écouter quelqu'un, transition to outside of the intake session if you're just listening to them and acknowledging their story. si la transition vers la fin de ce processus, si la personne est encore en train de vous raconter son histoire, cela rentre encore dans le cadre d'une réception de plainte. Donc, une chose qui doit être quand même clarifiée, de qu'est-ce qui demeure, qu'est-ce qui reste dans le processus de réception de plainte, si vous voulez continuer ou juste faire une pause et partager l'histoire à la place. Donc, c'est important juste de leur donner des options claires de qu'est-ce qui se passe et de qu'est-ce qu'elles ont besoin à ce moment-là. Peut-être qu'elles ont envie de partager leur histoire à ce moment-là et se rendre compte, en fait, c'est tout ce qu'elles ont envie de faire à ce moment-là. Donc, c'est important d'être clair que ce n'est pas important de continuer avec le processus de réception de plainte à ce moment, mais qu'elles peuvent poursuivre ce processus après avoir raconté leur histoire. Je ne sais pas si Deb et Zana, vous avez d'autres pensées, réflexions. Oui, je dirais que c'est en tirant un peu de ce que Brittany a partagé, vous ne voulez jamais arrêter quelqu'un, vous ne voulez pas les prévenir de raconter leur histoire. Mais si ce n'est pas leur rôle, vous voulez les informer qu'il y a peut-être quelqu'un qui est plus pertinent pour écouter à leur histoire. Donc, ça, c'est partie 1. S'il y a des administrateurs, ma recommandation, ça serait n'ayez pas la personne qui est supposée d'être des personnes de soutien aussi à être la personne qui sont en train de faire l'évaluation et la réception. Donc, avoir des délégations, ça peut être important ou intéressant dans ce contexte-là, mais identifiez aussi vos limitations comme administrateur de réception de plainte. Donc, c'est des questions importantes de discussion et vous voulez les entretenir, mais peut-être ces personnes, ressources pourraient être plus adéquates pour répondre d'une approche informée par le traumatisme et pas tout le monde l'est. Donc, peut-être ces personnes seraient plus appropriées pour pouvoir parler de cela. Et des fois, vous pouvez faire une référence à quelqu'un sur votre campus si cela n'est pas déjà fait. Et une dernière chose que je dirais à cet égard, c'est prends ton rôle sérieusement, le rôle de quelqu'un qui fait juste écouter. La seconde que vous posez juste des questions, vous êtes en train de remplir un rôle différent. Vous voulez être très clair sur votre rôle. Et si la personne veut néanmoins écouter, et si cette personne veut encore partager, peut-être la seule question à laquelle vous pouvez quand même répondre, c'est à qui est-ce que vous voudriez parler, qui d'autre, à qui est-ce que je peux vous référer? Merci beaucoup, Deb et Zanab et Brittany. Donc, je crois que vous êtes à peu près à la fin. Donc, un grand merci à Deb, Zanab et Brittany. Merci pour vos connaissances et votre expertise aujourd'hui. Donc, le guide est disponible pour téléchargement et je voudrais aussi prendre un moment pour remercier nos participants et pour partager avec nous aujourd'hui. Nous apprécions énormément votre présence pour pouvoir prévenir la violence basée sur le genre sur vos campus. Et nous vous sentons très privilégiés de pouvoir travailler côte à côte. Et merci de nous avoir
rejoint aujourd'hui et nous avons des formulaires d'évaluation à la fin si vous voulez y répondre et vous pouvez trouver des informations sur notre site Web. Prenez soin et merci pour votre participation.